Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Adoption d'un projet de loi en Centrafrique pour encadrer le statut des anciens présidents. Le texte prévoit entre autres une pension pour les anciens chefs d'État démocratiquement élus. Inauguration du complexe industriel des abattoirs de Logone au Tchad, une infrastructure permettant de diversifier l'économie du pays. Et enfin, hausse des ressources aurifères au Burkina Faso. Bantou, le projet mené par l'entreprise canadienne Semafo, a généré une production estimée à 2,2 millions d'onces d'or. C'était un projet de loi très attendu en Centrafrique. Le 27 février dernier, les députés ont adopté une loi qui encadre le statut des anciens chefs d'État. Un texte qui résulte de l'accord politique pour la paix et réconciliation. Un accord signé le 6 février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés. Il prévoit entre autres une pension pour les anciens présidents démocratiquement élus. Malgré un débat houleux à l'Assemblée nationale, les députés ont voté au nom de l'apaisement. Nelly Claude Bessard. L'Assemblée nationale centrafricaine a adopté la loi portant sur le statut des anciens chefs d'État. Le texte qui découle de l'accord de paix politique signé le 6 février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes rebelles permet aux anciens présidents de rentrer dans leur pays et leur accorde un cadre de vie décent. Cette loi prévoit notamment une pension pour les anciens présidents démocratiquement élus et une allocation spéciale attribuée aux anciens chefs d'État de transition. Pour le besoin de pacification des rapports, des relations politiques et de la situation politique, le texte garantit aux anciens chefs d'État un certain nombre d'avantages, sous réserve du fait que ces derniers s'engagent à abandonner toute velléité de participation aux compétitions politiques. Même si certaines dispositions de cette loi n'ont pas connu l'approbation totale des députés nationaux, ils se sont prononcés favorablement pour le texte au nom de l'apaisement et surtout pour éviter d'entretenir des frustrations qui pourraient provoquer les conflits. La loi prévoit également que l'ancien dirigeant qui manifeste le désir de se porter candidat aux différents modes de scrutin perdra tous les avantages qui lui ont été accordés. Si on peut gagner la paix en essayant de donner un traitement princier à un ensemble d'acteurs politiques, la paix a un prix et donc c'est peut-être le prix à payer. Pour rappel, le texte sur le statut d'ancien chef d'État en République centrafricaine concerne de manière chronologique les anciens présidents François Bozizé, Michel Djotodia et les présidents de transition tels que Alexandre Guendet et Madame Catherine Samba-Panza. Au Nigeria, au moins 50 personnes sont mortes dans des attaques contre des villages situés au nord de Kaduna. Une offensive perpétrée ce dimanche 1er mars par une centaine d'hommes armés. Ce lundi 2 mars, le gouverneur de Kaduna, Nassirou El Rufai, a rendu visite aux communautés touchées par ces attaques. Ibayako. Des Nigérianes en pleurs, c'est l'image qui restera gravée dans les mémoires après l'attaque d'un groupe armé perpétré dans les villages de Kerawa, Zareyawa et Marina dans le district d'Ikabi, dans l'état de Kaduna au nord du Nigeria ce dimanche 1er mars. Le bilan provisoire des autorités fait état de 50 pertes en vie humaine et plusieurs dégâts matériels. Le gouverneur Nassirou El Rufai est venu à la rencontre de ces Nigérians en deuil. Nous avons demandé aux agents de sécurité de combattre le fléau, les éliminer, jusqu'à ce que ce banditisme soit déclaré insurrectionnel. Il faut les combattre avec la même férocité que nous avons combattu Boko Haram. Ils continueront d'attaquer des communautés vulnérables comme celle-ci et de tuer notre peuple. Selon la police, il s'agirait d'une centaine d'hommes armés appartenant à un gang spécialisé dans le vol de bétail et les kidnappings et qui ont tiré sans distinction sur des habitants, pillé et incendié des maisons. Les assaillants ont attaqué les villages au moment où les fidèles sortaient des mosquées après la prière. Des habitants de villages ciblés puisque le gang les accuse de fournir des informations sur eux aux militaires. Ils ont enterré 41 victimes hier. L'autre village que nous avons traversé, 3 personnes ont été tuées, plusieurs autres dans les villages environnants. Ces bandits ont attaqué ces villages et tué inutilement de nombreuses personnes innocentes et détruit leurs propriétés.
Cette partie de l'État de Kaduna est devenue ces dernières années un repère de bandits spécialisés dans le vol de bétail et les enlèvements contre rançon. Une situation qui a forcé des milliers d'habitants à fuir leur foyer. Les experts en sécurité constatent que le Nigeria ne peut pas se permettre plus d'instabilité face aux insurrections islamistes dans le nord-est, les conflits dans les États centraux et les groupes militants dans le delta du Niger au sud-est. Inauguration des abattoirs de Logone au Tchad. Le complexe industriel a été inauguré le 29 février dernier par le président Idriss Déby. Une infrastructure destinée à diversifier l'économie du pays et qui mettrait fin à l'exportation de bétail sur pied d'ici 2021. Un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, dans le cadre de la diversification de l'économie pour faire face à la chute des prix de barils de pétrole, les autorités poursuivent l'industrialisation du secteur de l'élevage. Un complexe industriel, des abattoirs d'une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes, soit environ 200 bovins et 400 petits ruminants par jour, a été inauguré ce samedi 29 février 2020 au sud du pays par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Le Tchad compte ainsi accélérer l'exportation de ses produits de l'élevage au même titre que le pétrole. C'est un grand complexe industriel financé sur fonds propres de l'État pour la transformation locale de nos produits animaliers. Pendant longtemps, nous avons exporté nos bétails sur pied vers les pays voisins. Par exemple, nous exportons sur pied environ 90 000 bovins chaque mois vers le Nigeria voisin, ce qui est une perte pour notre économie. Ce complexe industriel nous permettra d'exporter non seulement des produits animaliers manufacturés au Tchad, mais créera beaucoup d'emplois aux jeunes. Ce complexe industriel qui va créer environ 700 emplois directs et 1500 emplois indirects au profit des jeunes a été financé sur fonds propres de l'État tchadien. Le pays compte s'appuyer sur son potentiel en élevage estimé à plus de 114 millions de têtes, toutes espèces animales confondues, et 36 millions de volailles pour conquérir les marchés africains et européens de la viande. L'ambition du gouvernement est donc de développer les chaînes de valeur afin que l'élevage contribue pleinement et durablement au développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi j'affirme ici la disponibilité du gouvernement à travers le ministère de l'élevage et des productions animales à accueillir les investisseurs dans le cadre de partenariats public-privé pour la transformation industrielle, gage d'une meilleure valeur ajoutée des produits et sous-produits du secteur. Pour rappel, malgré sa potentialité en élevage, le Tchad exporte depuis toujours ses bétails sur pied vers les pays voisins, notamment le Cameroun et le Nigeria. Une tendance que les autorités comptent réduire en lançant la construction d'une dizaine d'abattoirs modernes à travers le pays. La Banque africaine de développement appelle les pays africains à plus de prudence face au risque d'endettement. Depuis le début de l'année 2020, les émissions d'obligations libellées en euros ou en dollars s'enchaînent sur le continent. Selon le groupe financier américain Bloomberg, les émissions souveraines de l'Afrique en euros et en dollars s'estiment au total à 53 milliards de dollars en 2018 et 2019. Ange Bijounomenio. Après la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou encore l'agence Moody's, c'est au tour de la Banque africaine de développement d'attirer l'attention sur la dette des pays africains. L'institution financière indique que certaines dettes extérieures arrivent à échéance avant même que les projets d'infrastructure qu'elle finance ne commencent à générer des rendements. Cela ne fait qu'augmenter les risques de refinancement aux emprunteurs africains. La maturité à court terme de certaines de ces dettes ne correspond pas au flux de revenus à long terme. Vous allez devoir rembourser quand vous ne gagnerez pas d'argent. Ces obligations sont sursouscrites parce que les gens y voient les opportunités de faire un massacre. Les pays africains ont augmenté leur émission d'obligations en dollars et en euros au cours de ces dernières années. Les conditions monétaires laxistes des pays développés poussent les investisseurs mondiaux à acheter des actifs à haut rendement, notamment sur les marchés émergents. Il faudrait que les États essayent de voir dans quelle mesure elles doivent travailler avec beaucoup de discernement, essayer de trouver la bonne dette, parce que la nature de la dette est aussi déterminante. Donc, les États ont besoin de financement. La dette est nécessaire pour financer les projets, mais il faudrait qu'on fasse très attention parce qu'il y a beaucoup de difficultés, on a beaucoup de problèmes, parce que ces dettes-là
ont beaucoup d'ambition. Les émissions souveraines de l'Afrique en euros et en dollars ont totalisé 53 milliards de dollars en 2018 et 2019, selon les données compilées par Bloomberg. L'Égypte, l'Angola, l'Afrique du Sud et le Nigeria ont été les emprunteurs les plus prolifiques au cours de cette période. 2,2 millions d'onces d'or, c'est le nombre de ressources aurifères produites par le projet Bantou au Burkina Faso, un projet conduit par la Semafo, une entreprise minière canadienne. D'ici 2020, la société espère produire 2,5 à 3 millions d'onces d'or. Philomentine. Le projet Bantou, situé dans le sud-ouest du Burkina Faso, détient actuellement des ressources aurifères qui s'estiment à 2,2 millions d'onces d'or par forage en 2019. Également, un gisement important dénommé Bantou Nord, abritant 1,1 million d'onces, a été découvert après la campagne d'exploration menée en 2019 au Burkina Faso. Le Burkina regorge d'importantes ressources. Aujourd'hui, on a une douzaine de mines industrielles en exploitation. Le potentiel est important, aussi bien en ressources aurifères que d'autres ressources. Le groupe minier canadien Semafo, qui détient le projet d'exploration Bantou au Burkina Faso, table sur une production comprise entre 315 000 et 355 000 onces d'or en 2020. Le Burkina Faso est quatrième producteur d'or du continent, derrière l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali. Un défi important, c'est vraiment de faire en sorte que toutes ces ressources-là soient véritablement profitables au pays. Les entreprises minières contribuent déjà de manière très significative. Il revient maintenant à l'État de pouvoir gérer ces ressources-là de manière assez particulière. Il va falloir que le pays essaie donc d'utiliser ces ressources-là pour investir dans des projets assez structurants. Grâce à l'exploration de 12 sites industriels, la filière aurifère du Burkina Faso a vu sa production croître de plus de 15% entre 2017 et 2018. Cette production aurifère atteignant 52,9 tonnes en 2019 devrait grimper à 55,3 tonnes en 2020 selon la Banque africaine de développement. Néanmoins, la situation sécuritaire qui touche les principales zones minières est susceptible d'affecter gravement l'économie du pays. Au Sénégal, la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, célèbre ses 2 ans. Pour l'occasion, un atelier a été organisé ce lundi 2 mars au musée Théodore Monod de Dakar autour du thème « Se former pour performer ». L'événement a regroupé un bon nombre de jeunes artisans qui réclament plus de visibilité en faveur de l'artisanat local. Un reportage de notre correspondant à Ménédji. Kaita Gato, se former pour performer, c'était au musée Théodore Monod de Dakar au Sénégal. Une initiative de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DER pour promouvoir la formation et le renforcement des capacités des bénéficiaires de financement. Chefs d'entreprise, artistes peintres, sculpteurs, designers, toutes les couches artisanales étaient de la partie à l'occasion du 2e anniversaire de l'entité. Qui aujourd'hui non seulement interpelle la conscience collective jeunesse pour leur dire essayez de vous former parce que nous sommes au XXIe siècle. On ne peut pas se permettre de dire que je n'ai pas été formé. Maintenant, en d'autres termes, c'est de dire que cette initiative qui relie l'art à l'artisanat d'art, tout ce qui est concept visuel, audiovisuel, c'est véritablement eux qu'il faut développer pour que ça soit une chaîne de valeur qui puisse servir notre développement économique. Avec une touche particulière cette année, le Made in Sénégal sera à l'honneur, une façon pour la DER de donner la parole aux acteurs et de privilégier le potentiel artisanal local. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes DER a eu à financer pour presque 3 milliards de financement dans le secteur de l'artisanat en 2019. Et en plus du financement, il a été soulevé par les bénéficiaires des besoins en termes de formation et de renforcement des capacités. C'est pour cela que les équipes ont travaillé sur un nouveau concept d'accompagnement, de formation continue et taillé sur mesure pour les différents artisans que nous avons financés. À travers son concept La DER à l'écoute, l'organisme veut renforcer le dialogue entre les acteurs des différents secteurs tout en dégageant des perspectives qui, à long terme, permettront d'améliorer l'approche de financement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.